Nous accueillons pour cette table ronde la dissidence face à l'islamisation de notre pays, face à l'islamisation de l'Europe. Karim Ouchik, qui est président du Ciel, qui va présider cette table ronde, qu'on peut applaudir très fort. Monsieur Maurice Vidal de l'association Riposte Laïque. Monsieur Alain Wagner de l'Union de défense des citoyens et contribuables, qui est juriste. Et monsieur Alain de Peretti, qui est vétérinaire et président de Vigilance Halal. Alors, je vous laisse donc un micro pour deux là, un micro ici. Karim, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais associer à ces remerciements que vous venez nous donner. Nous sommes honorés par vos remerciements. La personne de Jean-Yves Le Gallou, qui est peut-être présent dans cette salle, qui est à la tête de la Fondation Polémia, œuvre depuis bien des années à libérer la parole et à créer des espaces de pensée et de liberté tout à fait considérables. Et c'est vrai que Jean-Yves Le Gallou est une personne tout à fait extraordinaire et je crois qu'on peut le saluer. Alors, j'ai l'honneur de présider cette table ronde qui porte sur un sujet extrêmement sensible, l'islamisation de la France, mais aussi de l'Europe, car c'est un phénomène qui accable la totalité du continent européen. Nous parlions tout à l'heure de la dissidence. Qu'est-ce que la dissidence ? La dissidence, pour moi, c'est une disposition d'esprit. C'est une volonté de résister à l'oppression de la pensée, à l'oppression du politiquement correct, cette tyrannie du politiquement correct qui empêche de libérer la parole et la pensée, qui est bien souvent enchaînée. Et on se rend compte que sur la question de la place de l'islam en France, il y a des tabous considérables, que la parole est enchaînée, que la pensée n'est pas libérée. Et justement, la dissidence, c'est cette volonté de transgresser ces tabous, de résister à cette oppression et de dire la vérité. Nous essaierons, en 3/4 d'heure, ça va aller très vite, de vous dire un certain nombre de vérités, celles auxquelles nous croyons, parce que nous pensons que le débat des idées et la parole, c'est aussi le début de l'émancipation contre cette oppression qui nous frappe, notamment sur cette question. Alors, l'islam, si je dois introduire très rapidement, parce que je dois animer cette table ronde et céder le micro à mes amis, l'islam est un vrai problème. J'ai pu écrire il y a quelques jours, dans Boulevard Voltaire, un article où j'ai exprimé le fond de ma pensée sur un sujet dont les responsables politiques ont du mal à exprimer leur vérité personnelle. J'ai affirmé que l'islam est totalement incompatible avec la République, que l'islam est parfaitement incompatible avec la France, avec le modèle de civilisation français. Il faut le dire, il faut l'affirmer, il faut avoir le courage de le dire. Je dis le courage parce que nous voyons que dans le discours politique, il y a un certain nombre de personnalités politiques, de partis politiques qui, sur cette question, font preuve d'une frilosité considérable, en quelque sorte, qui coopèrent avec le système. Il y a ceux qui pensent que l'islam est compatible avec la République, ce qui me paraît être une vue de l'esprit, en tout cas une approche extrêmement naïve des choses, y compris dans les partis qui sont supposés être anti-système. Bon. Il y a d'autres personnalités politiques qui pensent que l'islam pose problème, donc ils font preuve d'une défiance vis-à-vis de cette religion, mais qui ne tirent aucune conséquence pratique de cette défiance. On se contente de poser un diagnostic, mais après ce diagnostic, on ne donne pas la thérapie. Et puis, il y a ceux qui, à Bordeaux ou ailleurs, pensent qu'il faut promouvoir une politique d'accommodement confessionnel avec l'islam et qui se prête à un jeu dangereux. Voilà, moi je refuse ces trois écoles, je refuse ces trois approches qui me paraissent tout à fait inacceptables parce que la vraie réalité, c'est celle qui consiste à dire que l'islam est incompatible avec notre modèle de civilisation. Pourquoi ? Je l'ai dit, merci pour vos applaudissements.
L'islam n'est pas qu'une religion, ce n'est pas simplement qu'un rapport à Dieu, un rapport transcendantal à Dieu, c'est aussi un modèle politique, un modèle juridique que l'on voit partout. Il suffit de sortir des salons parisiens, d'emprunter le métro ou le RER dans nos villes, dans nos quartiers et dans nos villages pour s'apercevoir qu'il y a partout des marqueurs identitaires de cette civilisation qui s'enracinent dans notre pays. Les femmes sont voilées, plus ou moins fortement, mais on voit des accoutrements vestimentaires qui sont évidemment en totale rupture avec nos usages et nos coutumes dans nos pays européens. L'alimentation, notamment l'alimentation halal, notre ami de Peretti va en parler tout à l'heure, a vocation à prospérer dans nos cantines et sur les rayons des supermarchés. Les mosquées fleurissent en quantité innombrable, alors que dans le même temps, nos églises sont fermées, vendues ou démolies. Il y a tout un certain nombre de marqueurs identitaires qui se multiplient, qui tentent à laisser penser qu'une civilisation s'enracine et se substitue progressivement au modèle de société qui a été celui de notre pays depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, et qui heurte de plein fouet un certain nombre de valeurs, des valeurs qui sont les nôtres, la dignité de la personne humaine, la liberté religieuse, l'égalité entre l'homme et la femme, la sécularisation de l'espace public. Ce sont nos marqueurs, et ces marqueurs-là ont vocation à s'évaporer à mesure que progresse dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos villages, cette religion qui est à la fois conquérante et totalement décomplexée. Voilà la réalité. Donc, lorsqu'on pose ce diagnostic, que faut-il faire? Je crois qu'il faut interdire très clairement les marqueurs identitaires de l'islam. Je crois que très clairement, les pouvoirs publics et l'État se doivent d'interdire un certain nombre de marqueurs, les accoutrements exotiques qui n'ont plus lieu d'être portés en France, la nourriture halal qui doit être également bannie de nos rayons et de nos cantines. Un certain nombre de traditions et de pratiques liées à cette religion doivent être également prohibées. Je n'irai pas trop loin dans mon propos parce que je pourrais le développer encore pendant une demi-heure, mais le temps m'est compté. Il faut que l'État régalien prenne ses responsabilités et mette sous tutelle une religion dont les modes d'expression posent problème à notre société. Mais dans le même temps, si nous voulons que ceux qui sont en France veuillent adhérer à un modèle de civilisation qui est le nôtre, il faut d'abord définir ce qu'est le modèle de civilisation français. Or, sur cette question, je crois qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Le modèle de société républicain, il est extrêmement abstrait, extrêmement insipide. Je crois qu'il faut le réenchanter d'une certaine manière en disant que notre modèle de société, il est d'abord fondé sur une histoire, sur des traditions, sur une civilisation dont l'une des composantes majeures est la civilisation chrétienne. Dès lors où nous aurons affirmé la réalité de cette civilisation, nous pourrons espérer que ceux de nos compatriotes de confession musulmane qui veulent demeurer sur notre territoire accepteront de s'y plier, dès lors qu'on aura défini clairement quel est notre modèle de civilisation. Et pour ceux qui ne voudraient pas s'y plier, eh bien nos frontières sont ouvertes. Ça s'appelle la remigration. C'est en réalité la volonté de la part de nos pouvoirs publics, conscients du rôle historique qui est le leur, d'indiquer quel est le modèle de civilisation qui est le nôtre, qu'il nous faut définir. Donc là, il y a un gros travail d'introspection collective qu'il nous faut mener. Pourquoi pas à l'occasion des élections présidentielles? Je pense que là, c'est un défi, c'est un enjeu tellement considérable que nos responsables politiques auraient tort de se priver d'aborder la question auprès de nos compatriotes, définir ce qu'est ce modèle de civilisation de toujours, et ceux qui ne veulent pas s'y plier, eh bien les raccompagner à la frontière. C'est un mode opératoire qui n'utiliserait ni les fusils, ni les baïonnettes, c'est simplement un modèle culturel qui est le nôtre. Il est comme ça, il doit être respecté. Si on ne le respecte pas, dehors. Voilà. Alors, après avoir posé le débat très rapidement, trop schématiquement, je le pense, mais peut-être que tout à l'heure je pourrais reprendre la parole pour conclure, je voudrais donner des illustrations
pratique du propos que je viens de vous développer. Donc cette idée qu'il y a une civilisation qui est à l'œuvre, qui s'enracine dans notre société, qui bouscule celle qui est là depuis des centaines et des milliers d'années, et qui a vocation évidemment à résister. Je vais donner la parole d'abord à mon ami Alain Wagner, qui va vous relater au fond ce qu'est le projet planétaire de l'islam, car on a toujours le sentiment, lorsqu'on voit une mosquée financée par l'Arabie Saoudite, dans un endroit, ou une mosquée financée par le Royaume du Maroc, ailleurs, ou une autre mosquée ou un institut culturel financé par la Turquie dans telle ou telle ville, que ce sont des initiatives totalement séparées, décousues, qui n'ont aucun lien les unes les autres. Eh bien non, il y a sinon un plan, on n'est pas des adeptes du complot, hein, sinon un plan, il y a quand même des volontés convergentes d'un certain nombre d'États islamiques sur notre planète qui ont décidé d'œuvrer ensemble et de travailler à une expansion de l'islam dans nos pays, notamment dans les pays occidentaux. Et je crois que la meilleure personne pour en parler, c'est Alain Wagner, qui a beaucoup étudié la question et qui va vous dire quelle est son opinion sur cette stratégie de conquête de la planète. Merci. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous donner mon opinion, je vais vous parler de faits. Une opinion, c'est quelque chose qu'on pense et qui n'est basé sur pas grand-chose. C'est une opinion. Je vais vous parler de faits. Alors, effectivement, il y a un plan. Parfois, les complotistes ont raison. Et ce plan s'appelle « La stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique ». C'est un document parfaitement officiel puisqu'il a été adopté en 2000 par le sommet islamique de l'OCI. L'OCI, c'est l'organisation de la coopération islamique. C'est l'ONU islamique, c'est la deuxième plus grosse organisation internationale du monde après l'ONU. Ça regroupe les 57 pays musulmans, et ces 57 pays musulmans ont adopté en 2000 donc une stratégie commune d'action. Vous pouvez, si vous tapez ce document avec le mot magique qui est ISESCO, si vous comprenez l'OCI comme une sorte de gouvernement islamique, l'OCI c'est l'éducation, la communication et la culture. Donc c'est un gros ministère. Eh bien, cette organisation, l'ISESCO, a pondu à la demande des organisations islamiques présentes en Europe qui remarquaient que certains des immigrés musulmans étaient en train de s'assimiler à l'Occident. Ils ont réclamé à l'OCI une stratégie pour l'Europe entière visant à empêcher l'intégration des musulmans en Occident, empêcher les gens qui naissent sur notre pays d'acquérir les valeurs, les habitudes et la culture occidentale. Et cette stratégie a pour but, alors ça fait 120 pages, hein, donc je ne vais pas vous lire 120 pages, je vais vous faire un résumé. Cette stratégie vise à implanter des colonies islamiques fonctionnant selon le règne de la charia, selon le fonctionnement de la charia, dans les pays hôtes. Les pays hôtes, c'est nous. Cette stratégie vise à ce que les membres de ces communautés islamiques implantées chez nous, dans le document anglais, il y a le mot settlement. Settlement, ça veut dire implantation, mais ça veut aussi dire colonie. C'est intéressant comme emploi de terme. Donc, les membres de ces implantations islamiques ayant pour vocation de s'emparer des postes politiques, économiques et communicationnels dans nos sociétés de manière à faire avancer la cause de l'islam. Ceci n'est donc pas mon opinion, c'est un plan officiel qui est appliqué depuis 16 ans déjà, et appliqué et relayé à l'intérieur de nos pays par toutes les organisations islamiques. Il faut savoir que l'élaboration de cette stratégie a mis 9 ans. Ils ont fait le tour de l'Europe et ce sont l'intégralité des leaders des centres culturels. Vous savez les centres culturels, ce que vous financez avec vos impôts? Les centres culturels islamiques, ainsi que les organisations islamiques, c'est-à-dire que toutes les organisations islamiques dont vous entendez parler à la télévision et que vous parlent du vivre ensemble, ont collaboré à la rédaction de ce document, qui vise à empêcher les enfants issus des musulmans venus en France d'acquérir nos valeurs. C'est un plan de dislocation sociale de l'Europe, c'est un plan de mise en colonisation, et nos gouvernements ne peuvent pas ignorer ce document. C'est un document, c'est l'équivalent d'une résolution à l'ONU. C'est public, vous pouvez même le trouver sur Internet vous-même. Donc on ne peut pas considérer que nos gouvernements ne savent pas que ce plan existe. Cette stratégie, donc, visant à non seulement créer des implantations islamiques, mais faire en sorte que ces gens vivent selon les règles de la charia chez nous, explique que les bâtiments
qui vont servir à mettre en œuvre, l'infrastructure qui va servir à mettre en œuvre cette stratégie sont listées dans ce document. Ce sont les mosquées, les centres culturels et les écoles islamiques. Et un des objectifs principaux de cette stratégie est de faire apprendre l'arabe. Je vous disais tout à l'heure qu'un des objectifs de cette stratégie était de faire en sorte que des personnes, des communautés islamiques vivant dans nos pays s'emparent des postes politiques, économiques et communicationnels. Vous avez aujourd'hui 2 ministres du gouvernement, des binationaux, qui, dans leurs activités, incitent l'apprentissage de l'arabe et incite aussi pour les entreprises à pouvoir pratiquer sa religion, c'est-à-dire faire des prières, etc. Vous avez donc exactement le contenu de cette stratégie qui est mis en œuvre par des ministres de la République qui agissent aujourd'hui explicitement comme des agents de l'ECI infiltrés au plus haut poste exécutif de la France. Ceci n'est pas un complot, ceci est un document officiel, ça arrive chez nous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut se battre, et c'est ce que je fais aussi. Je fais non seulement de l'analyse, mais je fais aussi de l'action de terrain. Nous attaquons les projets de mosquées. Puisqu'aujourd'hui, et c'est là où entre la dimension de la dissidence, aujourd'hui, l'implantation des mosquées est favorisée par les gouvernements, payée par les gouvernements, en grande partie. Il y a quelques années, Le Figaro exprimait que 30% du financement des mosquées est aujourd'hui payé avec de l'argent public. Il y a donc un travail officiel de nos gouvernements d'aider à l'application de cette stratégie, c'est-à-dire arriver à l'implantation donc de communautés islamiques. Et donc, cette implantation se faisant avec des mosquées, eh bien, notre travail, puisque tant que nous ne sommes pas au poste de direction de nos gouvernements, eh bien, il faut prendre nos responsabilités et travailler nous-mêmes sur le terrain. Il s'agit donc d'empêcher la construction de cette infrastructure d'endoctrinement islamique. C'est faisable. Avec des différentes personnes un petit peu partout en France, on a collaboré à des actions, c'est tout à fait possible. Nous avons réussi à faire annuler le projet de super mosquée que voulait construire notre ami Ali Juppé à Bordeaux. Alors, je dois être juste, ce n'était pas que le projet de M. Juppé, c'était aussi le projet des frères musulmans, puisque M. Juppé travaille en coordination avec les frères musulmans à Bordeaux, donc en l'occurrence avec le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tariq Oubrou, que vous voyez souvent à la télévision, membre de l'UEF, donc de la branche française des frères musulmans. Nous avons aussi, nous nous sommes élevés contre la politique de Delanoë visant à utiliser l'argent public pour construire des mosquées dans le 18e arrondissement. Donc ça s'appelait le centre, comment ça s'appelle ? Le centre des cultures d'islam. Ouais. L'ICI, l'Institut des cultures d'islam. Voilà. L'Institut des cultures d'islam qui cachait dans 2 bâtiments que vous alliez payer, vous Français, avec vos sous, 2 mosquées qui du coup allaient fonctionner à l'intérieur de bâtiments culturels, avec les guillemets français. Nous avons réussi à obtenir l'annulation de ce projet, 30 millions d'argent du contribuable. Donc, empêcher les constructions de mosquées, empêcher les constructions de centres culturels islamiques et empêcher les constructions d'écoles islamiques, c'est un devoir pour tous, en attendant que ces bâtiments soient interdits. C'est un devoir pour tous, c'est faisable, c'est possible. Quand on se bat, on gagne. Bravo. Merci Alain pour ce remarquable travail qui est mené depuis bien des années sous ta conduite. Alors, je saluais tout à l'heure l'action de Polémia et la personne de Jean-Yves Le Gallou. Je me tourne maintenant vers Alain Vidal, Maurice Vidal, qui a été longtemps enseignant et qui va, dans quelques instants, nous présenter l'expérience qui fut la sienne dans un lycée ou dans plusieurs lycées, où il a été confronté à plusieurs reprises à des expériences assez difficiles, en tout cas, à ce rapport avec l'islam au quotidien. Je veux aussi, au-delà de sa personne, saluer le travail de Riposte laïque, puisque tu es, je crois, membre de Riposte laïque, contributeur régulier de ce site que nous devons saluer, parce que c'est aussi un site qui fait un travail considérable. Et quand on parle des acteurs de la dissidence, eh bien, Riposte laïque se range parmi les tout premiers. Maurice, je te donne la parole. J'étais professeur de philosophie et j'ai commencé à enseigner en 1970. À l'époque, j'avais 24 ans et les élèves étaient des Français de souche. J'ai donc eu le privilège, si on peut employer ce mot, de voir la transformation progressive
des enfants de la France. Réfléchissons. L'éducation nationale, c'est l'éducation des valeurs de la nation. Or, nous avons parmi nos élèves de plus en plus d'élèves qui n'ont rien à faire avec les valeurs de la nation et qui vous le disent. J'ai bien dit qui vous le disent. Donc, ce dont je vais parler, ce n'est pas l'idée que je me fais des positions des élèves, mais bien des positions des élèves. Et j'en ai une quantité. Je vous fais grâce de cet élève qui un jour m'a menacé de me frapper et qui me disait « Toi, sale français, je vais te frapper » pour une question de discipline. Chose qui n'a même pas coûté à l'élève la moindre sanction de l'administration. En revanche, quand j'ai signalé cet incident qui aurait pu être grave à mes collègues m'ont dit « Vidal, tu n'as rien à dire en ce domaine parce que si tu parles comme tu le fais, tu fais le jeu du Front National. » Imaginez cela. On va vous frapper et vous faites, parce que vous vous défendez, vous faites le jeu du Front National. Mais ça va plus loin. Un beau jour, j'ai trouvé sur la porte de ma salle de classe, dans le bâtiment où j'étais, un dessin qui représentait une main avec des doigts coupés, un couteau dessiné et du sang qui coulait. Je n'ai jamais su qui avait mis cette affiche contre ma porte. Une autre fois, j'ai vu la poignée de ma porte qui bougeait sur elle-même. Je suis descendu de mon estrade, je suis allé ouvrir la porte, personne. Or, c'était un samedi matin, à l'époque il y avait cours le samedi matin, et le couloir était vide. Et le seul enseignant qui enseignait dans ce bâtiment, c'était moi. J'en ai fait part à mon chef d'établissement, qui était inquiet, et qui a eu l'amabilité de me confier son téléphone portable personnel. Et qui m'a dit « Vidal, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a le moindre problème ». Mais comme il avait pris conscience qu'il ne pouvait rien faire, parce que tout va très très vite, il a décidé, un beau jour, d'interdire les cours le samedi matin, à la grande joie de tous mes collègues qui n'ont pas compris la raison profonde de cette interdiction. J'étais seul à le savoir. Mais ce n'est pas fini. Un jour que je donnais cours entre 13h et 14h, brusquement entrent dans ma salle de classe 2 jeunes maghrébins avec un extincteur qu'ils avaient décroché dans le couloir. Ils sont arrivés sur moi, ils m'ont tiré à l'extincteur. Autrement dit, ils m'ont tué magiquement, si vous voulez. Et ils ont pris la fuite. Ils ont lâché l'extincteur, ils ont pris la fuite. Vidal, en héros, bondit de sa chaise, court après les élèves pour les rattraper, et je vous assure que si je les avais rattrapés, je les aurais massacrés. Tellement j'étais en colère. Mais ils avaient 16, 17 ans ou 15, 16 ans, et ils ont couru plus vite que moi. Si bien que je n'ai pas pu les rattraper. J'ai porté plainte. Bon, d'abord, il y a des collègues qui m'ont dit « Vidal, tu n'as pas à porter plainte parce que tu fais le jeu des... » Très bien, je vois que vous suivez. Vous êtes meilleur que mes élèves. Mais, écoutez bien ce que je vais dire, parce que c'est malheureusement vrai. Un de mes élèves, musulman, est venu me voir après un cours et il m'a dit « Monsieur, je sais qui vous a agressé à l'extincteur. Ce sont 2 élèves qui viennent de la mosquée de Lunel, à côté de Montpellier. » Alors j'ai demandé à l'élève, mais pourquoi donc ces jeunes gens sont venus m'agresser avec un extincteur? Ils m'ont dit, monsieur, parce que l'imam de Lunel a considéré que mes cours de philosophie qui étaient photocopiés et qui donc circulaient sous le manteau n'étaient pas conformes au Coran. Voilà la raison. Comme j'avais porté plainte, c'est allé jusqu'aux renseignements généraux. Et quelques temps plus tard, j'ai reçu un appel des renseignements généraux qui m'ont demandé de passer dans leur bureau. Je suis passé dans leur bureau. Et les renseignements généraux m'ont donné exactement la même version. Et ils m'ont dit, attention monsieur, vous êtes en danger. Vous êtes en danger de mort, c'est pas autre chose. Mais ce n'est pas fini. Un cours de philosophie parle des grandes notions de la condition humaine. Ça commence par la conscience, ça passe par l'état, la religion, la tolérance, les vertus, la croyance, la vérité, l'histoire, tout ce que vous voudrez. Tout ce qui est essentiel à l'homme. J'ai bien dit essentiel. Je fais un cours sur la religion. D'accord? Un cours sur la religion. Religion vient du latin religare, qui veut dire relier. En effet, la religion, c'est ce qui relie la créature au créateur. Donc il y a un créateur, donc il y a un transcendant, donc il y a un Dieu. Parfait. Bon, religion, si on ne veut pas cette étymologie, il y en a une autre. C'est religere, qui signifie rassembler, ça signifie aussi relier, ça signifie également relire, ça signifie également célébrer un culte. Donc, quelle que soit l'étymologie, la religion, c'est cela. Je suis interrompu par un élève. Quand je dis un élève, c'était un musulman, évidemment. Je suis interrompu par un élève. Il me dit, oh monsieur, la religion, c'est pas ça. Alors j'ai dit, jeune homme, qu'est-ce? Il me dit, oh monsieur, la religion, c'est le Coran.
Mais c'est authentique ce que je raconte. Monsieur, c'est le Coran, vous n'avez rien compris, c'est le Coran. Bon, alors je dis à l'élève, écoutez, développez, parce que moi je ne comprends pas trop ce que vous me dites. Et l'élève parle pendant toute l'heure, vous m'entendez, du Coran, en classe, silence absolu. Moi j'étais à mon bureau, je ne disais rien. Et je me disais, voyons, ne dis rien pour voir si un élève dans la classe va réagir, ou si des élèves vont réagir. Personne n'a réagi. Brusquement, je suis sauvé par le gong. Le gong, c'est la sonnerie, la fin de l'heure. Parfait. Les élèves sortent. Et donc le fameux élève, convaincu d'avoir dit la vérité, sort. Et à ce moment-là, je l'entends dans le couloir dire à ses copains, « Ouais, t'as vu le prof, il n'a pas répondu. Et tu sais pourquoi il n'a pas répondu? Je vais te le dire. Il n'a pas répondu parce qu'il sait que c'est moi qui dis la vérité. » Autrement dit, communication impossible. Une autre fois, je fais un cours sur Nietzsche, la religion, la mort de Dieu. Vous savez qu'en philosophie, il y a ce qu'on appelle la philosophie du soupçon, c'est-à-dire la philosophie créée par trois penseurs, Marx, Nietzsche et Freud, qui ont un point commun et qui disent que Dieu n'existe pas. Donc je cite le mot de Nietzsche, célèbre, Dieu est mort. Bon, je fais un cours de philo, je dis Dieu est mort, pour Nietzsche, Dieu est mort. À ce moment-là, un élève au premier rang se lève, il me dit, « Oh, toi, si tu continues... » Vous avez vu, hein? Toi, si tu continues... Bon, alors je dis à ce jeune homme, jeune homme, pas de passion. La philosophie c'est le domaine de la raison. Donc on est là pour discuter. Je lui ai dit, asseyez-vous, calmez-vous, et je suis dans mon devoir de vous dire que pour Nietzsche, Dieu est mort. L'élève, furieux, prend ses affaires et s'en va. Une autre fois, j'ai tellement à vous dire, une autre fois, je fais cours sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Vero, veritas, verus, latin, etc., etc. Je suis interrompu, toujours pareil, par un musulman qui me dit « Qu'est-ce qu'il doit enseigner, monsieur, le professeur de philosophie ?» Je lui dis « Jeune homme, le professeur de philosophie doit enseigner le programme de philosophie que vous avez dans votre table des matières, bon, le programme de terminale. » « Ouais, non, monsieur, le professeur de philosophie, il doit enseigner la vérité. » Alors je dis à cet élève « Mais c'est parfait, jeune homme, nous sommes en train de parler de la vérité. Donc j'enseigne ce que je dois enseigner. » L'élève me dit « Non, 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 monsieur. Non, 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 non. La vérité, monsieur, c'est le Coran. Comprenez ça. Ils ont le Coran dans la tête. À la place du cerveau, ils ont le Coran. On ne peut pas s'entendre, c'est pas possible. Moi, je me souviens d'une intégriste catholique qui me disait « De tous les livres, aucun n'est utile. Le seul qui soit utile, c'est la Bible. » Si je transpose, dans le monde musulman, le livre de tous les livres, c'est le Coran. D'abord parce que Coran, ça veut dire parole et récitation. Ça veut dire que quand je lis le Coran, je n'ai pas à le discuter, j'ai à l'apprendre par cœur, les madrasas sont faites pour ça, et j'ai à l'appliquer à la lettre. C'est pour cela qu'il n'y a pas plusieurs islams. Il n'y a qu'un seul islam. Il est fondé sur le texte sacré. J'ai encore un peu de temps. Il est fondé sur le texte sacré. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, on ne comprendra pas que nous sommes réellement en danger de disparition sur le plan culturel. On oublie aussi quelque chose de simple. Quand on parle des rapports entre l'islam et la République et qu'on se demande si l'islam est compatible avec la République, je dis et je répète chaque fois que j'ai le bonheur de parler en public qu'islam signifie soumission. Il ne peut pas y avoir de compromis parce qu'un musulman nous demande de nous soumettre à sa religion. Pourquoi? Parce qu'elle est la vérité absolue. C'est la parole d'Allah. Ça ne se discute pas. Or, la France, c'est le pays de Descartes, c'est le pays de Voltaire, c'est le pays de la contestation, c'est le pays de la révolution, c'est le pays de la culture ouverte, c'est le pays d'un monde où les consciences peuvent vivre debout, debout, debout. Nous ne pourrons triompher face à ce malheur, et de ce malheur, nous ne pourrons triompher que si nous avons le courage d'être debout, c'est-à-dire d'insister, de résister, de se battre, de ne pas avoir peur de dire les choses autour de nous, de les dire clairement, froidement, calmement, ou avec passion, mais de les dire, d'employer les mots qu'il faut. Un chat, c'est un chat. J'ai encore une ou deux minutes. Un chat, c'est un chat. Autre chose, pour le baccalauréat, quand vous êtes en terminale, en philosophie, vous donnez à vos élèves un livre qu'ils doivent présenter à l'oral, si d'aventure ils sont confrontés à l'oral. Moi, depuis des années, j'avais choisi L'existentialisme est un humanisme de Sartre. Pourquoi voulez-vous que je vous le dise? Parce que j'avais un corrigé d'explication tout près. Donc, je ne risque pas de me tromper. Et puis, c'est un petit bouquin qui est bien fait. Et surtout, pour chaque page, en marge, il y a l'explication de la parole du texte de Sartre. En outre, le langage est un langage simple.
Donc je choisis ce livre. Et brusquement, un de mes élèves, toujours pareil, musulman, me dit « Oh monsieur, là, le livre que vous avez dit là pour le Pâques, là, moi je le présente pas, moi. » Je lui dis « Pourquoi donc ?»« Oui, je l'ai lu, monsieur. L'auteur, il dit que Dieu n'existe pas. Je peux pas quand même apprendre des mensonges. » Rendez-vous compte de la conscience musulmane chez les jeunes. Je ne peux pas apprendre un mensonge, donc je ne l'apprends pas. Donc je ne présenterai pas ce livre. Bon. Un autre élève un jour, qui s'insurgeait parce que j'exposais une fois de plus la théorie athée, donc je parlais de l'athéisme, et je disais que l'athéisme, athéos, ça signifie il n'y a pas de Dieu, pas de Dieu. Donc dans l'univers, pas de Dieu. Il y a un univers, c'est mystérieux, il est infini, et il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de créateur. Bon, c'est la théorie athée. Un élève me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce que Dieu existe. Alors je lui dis, jeune homme, ça c'est ce qu'on appelle ça une croyance. Ce que je sais, je ne le crois pas. Ce que je crois, je ne le sais pas. La croyance est d'ordre subjectif. Ça renvoie à vous en tant que sujet. Et on a donc le droit, en tant que sujet, de penser le contraire. Bon, très bien. L'élève me dit, monsieur, vous n'avez pas raison. Je lui dis, jeune homme, essayez au moins de considérer que ce que je dis là, c'est à titre d'hypothèse. On prend pour hypothèse qu'il n'y a pas de Dieu dans l'univers. Et avec cette hypothèse, on essaie de construire quelque chose, un monde de valeurs, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui ne vaut pas. Bon, on prend pour hypothèse que Dieu n'existe pas. Et l'élève me répond, et c'est lui qui a le dernier mot, hein, c'est lui qui a eu le dernier mot. L'élève me répond, monsieur, on ne peut pas prendre une hypothèse fausse. Vous entendez ça? On ne peut pas prendre une hypothèse fausse. Autrement dit, dans toute ma carrière de professeur, j'ai toujours pu discuter avec n'importe quel élève, même celui qui était le plus en colère contre la philosophie ou qui se moquait éperdument de la philosophie. Je n'ai jamais pu discuter avec un élève musulman. Je vous remercie. Merci Maurice pour ce beau témoignage. Avec beaucoup de sourires et beaucoup d'applaudissements, tu as été parfaitement talentueux comme à ton habitude. Tu nous as livré une expérience, ma foi, qui fait froid dans le dos. On voit bien que ces enfants ont déjà l'esprit totalement accaparé par une idéologie sectaire et qui sont totalement hermétiques à toute discussion contradictoire, à tout esprit critique. Et c'est vrai que c'est tout à fait terrifiant et préoccupant pour l'avenir. Je me tourne maintenant vers notre dernier intervenant, si tu veux bien te lever. Et prendre la parole Alain Peretti, président de Vigilance Halal, que je présente très rapidement en disant qu'il a été, durant son activité professionnelle, praticien vétérinaire en libéral, m'as-tu précisé, voilà, et donc tu pourras nous relater avec beaucoup de conscience et d'expérience professionnelle tout ce qui concerne le halal. Alors le halal, c'est pas simplement la nourriture, un mode d'alimentation, un interdit portant sur l'alimentation, c'est aussi un rapport au monde, un rapport qui consiste à diviser le monde en deux catégories, ce qui est pur et ce qui est impur. Ça ne se cantonne pas simplement à l'alimentation, mais ça porte également sur d'autres sujets. Alain, je te laisse la parole. Ça marche. Oui, alors je vais rester quand même, malgré tout, dans le domaine de l'alimentation, puisque, d'une manière générale, quand on parle de halal, c'est à ça que les gens pensent, bien évidemment. Et je commencerai mon propos en disant dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Parce que le rapport à la nourriture est quelque chose de très profond et qui, finalement, nous façonne. Le fait de manger ensemble est la première activité de sociabilité depuis que le monde est monde et que depuis que l'homme est l'homme. On voit d'ailleurs à la fin des albums d'Astérix, ils se réunissent pour manger ensemble le sanglier. Animal totémique s'il en est pour notre civilisation. Donc, on voit bien que ce fait de manger ensemble constitue le premier acte de vivre ensemble, qui en latin se dit convivere, et qui a donné en français convive, c'est-à-dire qu'ils mangent ensemble. Vous voyez qu'on tourne un petit peu autour de cette notion. Alors, si le halal, effectivement, tu l'as dit, Karim, ne se réduit pas à la nourriture, bien sûr, et à l'abattage des animaux, puisque halal veut dire ce qui est licite pour la charia, le contraire étant haram, il y a une notion donc licite par rapport à la charia. Donc la charia, c'est quelque chose dont mon ami Alain Wagner parle très bien. Je ne vais pas me lancer dans cette chose-là. Je ne vais pas non plus vous faire une conférence sur le halal, bien entendu, sur l'abattage halal, simplement en vous rappelant que
l'abattage halal des animaux présente 3 problèmes, pour fixer quand même un petit peu le débat: souffrance animale, risque sanitaire et pompe à finances absolument fabuleuse pour l'implantation de l'islam, permettant donc de garder les musulmans, c'est là qu'on retrouve un petit peu le propos d'Alain Wagner, permettant de garder le musulman dans un apartheid volontaire, donc lui évitant de se mêler à la population dans laquelle il est. Donc voilà un petit peu ce qu'est le halal. Donc vous voyez que l'action de dissidence est évidente, puisqu'elle nous permet de nous opposer à un système oppressif qui est en route, qui est justement ce système de l'islamisation. Donc le halal est le cheval de Troie de l'islamisation dans notre société. Alors, dans ce combat pour le halal, ou contre le halal plus exactement, ça présente beaucoup d'avantages pour faire progresser nos idées. Parce que, si vous voulez, notamment l'aspect souffrance animale, permet de montrer un aspect de l'islam qui n'est pas du tout sympathique, bien entendu, puisque au nom de croyances et donc qui sont même pas médiévales, parce qu'on dit c'est des croyances, oui, même pré-médiévales, parce que dans notre société, je tiens à votre disposition des peintures ou des sculptures ou des gravures qui montrent qu'on a toujours assommé les animaux. Alors évidemment avec plus ou moins de techniques, bien entendu, mais on a toujours assommé les animaux avant de les saigner. Donc ce combat permet d'amener à la conscience politique de cette invasion, de cette mainmise de l'islam dans notre société, permet d'amener beaucoup de personnes qui, par ailleurs, ne se mêleraient pas du combat politique. Donc j'y vois, pour la dissidence, un avantage absolument fondamental. Alors si la dissidence soviétique ne possédait que des samizdat papier qu'on faisait circuler sous le manteau, nous avons à notre disposition maintenant des moyens modernes qui sont extrêmement performants et pour lesquels donc ce qu'on appelle la fachosphère, bien entendu, a acquis une certaine expérience et une certaine dextérité. On nous le reproche évidemment, mais vous voyez qu'on peut être conservateur, et en même temps ne pas être opposé au progrès. Alors, donc, ce que je voudrais insister sur un point essentiel qui a été développé déjà par d'autres intervenants, à savoir que quand on est dissident, ça implique un engagement personnel de vous tous qui êtes présents ici, à savoir qu'il ne faut pas attendre que ça tombe d'en haut. Chacun d'entre vous doit devenir un acteur de son propre destin. Pour cela, nous sommes en train de créer, à l'image de ce qui se fait pour Greenpeace, ils ont créé des guetteurs. Nous allons créer donc l'ancien mouvement où nous allons appeler ça les vigilants. C'est-à-dire que tous ceux qui voudront s'engager à être des vigilants pourront le faire. Alors ça consiste d'une part à observer ce qui se passe autour de chez vous, et ça consiste aussi à intervenir auprès de la cantine de vos enfants ou petits-enfants, de votre boucher, de votre député, de votre maire, etc., ou de tout fournisseur qui enfreindrait le principe du non halal dans notre société. Je vous donne un exemple d'un vigilant ça a été vraiment très efficace. Une personne m'envoie un mail récemment en m'envoyant donc des photos d'un produit pharmaceutique qui s'appelle Mélasommeil, des laboratoires Urgo. Et sur la boîte figurait la mention « gélatine de bœuf halal » dans la composition. Elle a écrit donc, et c'est à ça que je vous engage, c'est-à-dire n'attendez pas que ce soit Vigilance Halal qui fasse tout. Donc elle a écrit à cette entreprise, à Urgo, qui lui a fait la réponse suivante, tenez-vous bien, Madame, nous comprenons votre questionnement, mais nous ne pouvons pas tenir compte des opinions de tous nos clients. C'est quand même assez fabuleux. Alors, nous avons lancé, ça fait partie des choses qu'on commence à bien maîtriser, ce que j'appelle une action citoyenne, où nous avons
Donc nous pouvons toucher à peu près 2 millions de personnes avec les réseaux sociaux lorsqu'ils s'interconnectent. Hein? Donc nous avons fait un document sur lequel figurait la photo de la boîte, la réponse de laboratoire Urgo, donnant l'adresse postale d'Urgo, le téléphone d'Urgo et le mail d'Urgo, en engageant toutes les personnes à écrire ou à téléphoner à cette firme. Nous savons par la bande qu'ils ont été assaillis, que leur standard téléphonique a explosé et que leur boîte mail a été complètement saturée en l'espace de quelques jours. C'est ce que j'appelle du communautarisme béret-baguette. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que nous devons faire, d'ailleurs, comme le font très bien nos amis musulmans, exercer une pression constante. Ce que vous avez vu ce que racontait notre ami Vidal. Donc, ils sont sans arrêt dans la pression. Ils n'arrêtent pas. Voilà. Donc, nous avons développé ces réseaux sociaux. Donc, Facebook, nous avons une page Facebook qui compte bientôt 12 000 j'aime. Nous avons un compte Twitter. Nous avons une mailing list de 70 000 personnes à qui nous envoyons une lettre confidentielle toutes les semaines. Nous envoyons du courrier papier. Nous faisons de la publicité. Valeurs Actuelles a publié d'ailleurs une de nos publicités soutenant la profession de boucher. Je vais vous en parler tout à l'heure très rapidement. Je donne des conférences, que ceux qui voudraient organiser une conférence le fassent. Je vois beaucoup de figures amies qui l'ont fait à Courbevoie ou à Aix-en-Provence. Voilà, donc, entre autres. Et donc, ça, il faut diffuser, bien sûr, la bonne parole. Je fais aussi des vidéos grâce à TV Liberté, hein, qui me permet d'avoir une technique de réalisation qui soit correcte et professionnelle, avec des interviews aussi dans la presse amie, Radio Courtoisie, TV Liberté, etc. Donc, il y a un volet dont je voudrais vous parler, qui est le volet judiciaire. Parce que, ayant une formation un petit... J'ai presque fini. Ayant une formation un petit peu maurassienne, je dis que par tous les moyens, même légaux. Donc, c'est pas nous qui sommes agressés par des actions judiciaires, c'est nous qui organisons des actions judiciaires. Alors pour l'instant, nous n'avons obtenu aucune victoire, je vous le dis. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que justement chaque fois que nous sommes déboutés, parce que c'est toujours sur des sujets épineux, il ne nous est jamais répondu sur le fond. Et à telle enseigne que nous accumulons évidemment tous ces dossiers pour faire une action devant les juridictions européennes, pour une action en carence, parce que justement, il n'est pas répondu à nos interrogations, notamment sur le plan sanitaire. Et puis, quelquefois, au fil de ces actions, nous étions au Conseil d'État pour attaquer l'Aïd el-Kébir 2016, au mois de septembre. Nous avons été déboutés sur une question de forme, etc. Bon, ben, c'est toujours très compliqué, le droit. C'est pas Karim qui va m'infirmer. Et donc, le mémoire en réponse du ministre de l'Agriculture est quelque chose que j'exploite à fond, puisqu'il était dit que les mesures que nous préconisions de restriction de l'Aïd el-Kébir étaient bonnes, mais non applicables, parce que ça aurait créé un trouble à l'ordre public. Alors, vous voyez, donc là, on passe son temps à nous dire, quand vous entendez les médias mainstream, que l'immense majorité des musulmans est pacifique et vit son culte tranquillement. Mais là, si on leur met la moindre restriction pour une pratique qui entraînera tôt ou tard de graves problèmes sanitaires, qui a déjà entraîné, puisqu'on a introduit une maladie qui s'appelle la fièvre catarrhalovine, qui atteint maintenant la totalité du territoire, qui empêche nos agriculteurs d'exporter leurs animaux. Et on continue à le faire. C'était sur ce plan, vous voyez, nous sommes inattaquables, parce que nous restons dans le domaine de la science, du droit et de la raison. Évidemment, nous avons une idée derrière la tête, en voulant démontrer que l'islam est incompatible avec notre pays. Voilà, je terminerai là-dessus. J'espère avoir respecté mes engagements. Le tempo est respecté. Merci. Merci mille fois pour ce témoignage.
excusez-moi, j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. Nous avons aussi engagé une action de lobbying auprès des bouchers. Donc vous allez trouver, et avec un site qui s'appelle Suivez le coq, qui vous permet de géolocaliser les bouchers qui ont signé la charte, les engageant à ne vendre que de la viande non halal. Voilà, c'est quelque chose, ça marche sur le smartphone, vous trouverez donc les bouchers qui ont signé la charte, 320 pour l'instant, mais il y en a tous les jours qui adhèrent. Bien. Je crois que nous avons terminé. Je voulais simplement donner connaissance d'un ouvrage qui a été rédigé par notre ami Maurice Vidal, La colère d'un Français aux éditions Riposte Laïque. Je vous recommande la lecture de cet ouvrage qui est tout à fait intéressant. Que chacun d'entre vous ici, dans cette salle, soit aussi les porte-paroles de ce combat que nous menons collectivement. Cette dissidence, nous l'avons aujourd'hui évoquée grandement et j'espère de manière intéressante. Il vous appartient, chacun d'entre vous, d'aller voir vos élus, vos responsables, ceux qui aspirent à la conquête de la présidence de la République ou aux prochaines législatives, pour dire que ce débat à l'islamisation de la France, on ne doit pas l'écarter, on ne doit pas l'occulter. Il est central, il en va de notre civilisation, que chacun des citoyens que nous sommes portions la bonne parole auprès de nos élus et nos candidats aux élections à venir. Je vous remercie. Je vais vous demander d'applaudir très fort donc Karim Ouchik, président du Ciel, Maurice Vidal, Alain Wagner et Alain de Peretti. Merci pour eux.